BDO. Je suis la stratégie technologique dans la grande stratégie climat des entreprises. Moi, je passais ma vie sur LinkedIn. Moi, LinkedIn, ça a été mon accélérateur de business. Sur le sujet de transition, le succès, celui qui sera sur la ligne d'arrivée, sera européen. J'ai recruté dans les pubs parce que dans les pubs, j'ai accès à des Écossais, à des UK, j'ai accès à certains Américains. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Rachel Delacour, une entrepreneure qui allie ambition et engagement. Après une première carrière en finance, elle cofonde en 2009 BIM Analytics, une plateforme pionnière de business intelligence en mode cloud, pensée pour rendre l'analyse de données accessible aux entreprises. En quelques années, BIM s'impose comme une référence et attire l'attention du géant américain Zendesk qui achète la start-up en 2015. Mais Rachel ne s'arrête pas là. En 2020, face à l'urgence climatique, elle cofonde Sweep, une solution qui permet aux entreprises de mesurer, suivre et réduire leur empreinte carbone à travers toute leur chaîne de valeur. En seulement un an, Sweep lève près de 100 millions de dollars et devient une référence dans la climate tech. Entrepreneur visionnaire, engagé pour plus de diversité dans la tech, Rachel incarne une nouvelle génération de leaders qui conjugue performance et impact. Je suis très heureux de la recevoir. Bonjour Rachel. Bonjour. Donc j'ai lu que tu étais normande. Oui. Milieu que tu qualifiais, je crois, toi-même de modeste dans certains interviews. Oui. Des entrepreneurs, enfin déjà quelque chose à ce moment-là qui t'a mené vers l'entrepreneuriat. Mes parents m'ont eu très jeune. Ouais. Quand ils étaient même très très jeunes et donc c'était des personnes qui n'avaient pas forcément fait beaucoup d'études mais qui ont pu un père qui a tenté au bluff en fait de répondre à une annonce et qui est parti en fait travailler sur les plateformes offshore à l'époque. Et qui a eu finalement une carrière expatriée, mais qui était très jeune et qui était très junior et qui du coup devait subvenir aux besoins d'une femme et de 3 enfants. Trois enfants. Donc j'ai 2 sœurs, 3 filles. Voilà. 3 filles, ouf. Et donc oui, milieu plutôt modeste, oui, à la base. Tu t'engages donc dans des études, je crois que tu as fait Cage, Sud de Commerçailles. Oui. Quelque chose qui t'a amené particulièrement dans des études de ce type-là ou juste bon élève, parcours Juste bon élève, on va dire. Et puis surtout, alors moi, j'ai découvert, moi j'ai adoré la classe préparatoire. Je me suis vraiment éclatée, entre guillemets, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, une espèce de culture générale qu'on te donne en classe préparatoire que... Voilà, quand tu n'as pas forcément eu accès à tout un tas d'univers culturels, on va dire, à ta disposition, c'était, moi, ça me remettait vraiment au niveau côté peinture, etc. J'ai adoré. Et puis en fait, j'ai cette prépa, finalement, j'avais un peu oublié que ça m'amènerait vers une école de commerce. Et je me suis retrouvée sans de grande conviction, on va dire, à faire une école de commerce. Et puis surtout, à très vite réaliser que c'était beaucoup d'argent, que moi, j'étais boursière déjà à la base, et qu'il fallait très vite en sortir pour rembourser les emprunts, tout simplement. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi le milieu de la finance à la base, en me disant, écoute, a priori, tu devrais peut-être trouver plus facilement tout de suite un job pour pouvoir rembourser, pour pouvoir tout de suite rembourser, en fait, commencer. Donc voilà, donc tu vois, une espèce de cursus, en fait, qui était un peu forcé, finalement, par ces histoires de prêts. Et donc Donc pas de volonté d'entreprendre à ce moment-là, dans le cadre de tes études. Pas forcément de volonté. Alors, sur le sujet d'entreprendre, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très vite partie de chez moi. Dès que j'ai pu, en fait, à 17 ans, j'ai dit à mes parents, voilà, j'ai le bac en poche. Ça faisait déjà depuis que j'étais très jeune adolescente que je leur avais dit, je partirai dans le sud-ouest. Ils ne comprenaient pas trop. On allait de temps en temps en vacances là-bas et je leur ai toujours dit, mais moi, dès que j'ai le bac, je vous dis au revoir. Donc, très, très, très sympathiquement. Et en fait, voilà, donc, quand j'ai eu le bac, j'ai trouvé en fait cette classe prépa à Bayonne et je suis partie. Je suis partie et en fait ils étaient très contents pour moi et moi pareil. Mais voilà, en tout cas il y avait une volonté de très grande autonomie, on va dire, et d'indépendance qui a toujours été très
voilà, assez viscérale. Après, je suis un enfant, enfin, je suis une fille aînée, on va dire, qui a beaucoup de différences avec mes petites sœurs. Je me suis toujours beaucoup occupée d'elles. Et je pense que ça, tu vois, tout ça fait que ça rend très autonome, quoi, au final. Et, ça crée une des premières qualités pour entreprendre. Et en fait, voilà, je pense que ça, en tout cas, ça aide à démystifier peut-être l'autonomie, la solitude peut-être aussi dont tu vas avoir besoin quand tu entreprends, ça c'est sûr. À quel moment, je disais que si on parle de ta première aventure entrepreneuriale, que c'est finalement face à un problème, c'est quand tu as fait tes premiers jobs que tu t'es rendu compte qu'il y avait une quand j'ai fait, un et puis surtout parce que quand tu es jeune, tu n'as pas grand-chose à perdre non plus. Donc, alors c'était une question que je voulais te poser effectivement par rapport à ça, c'est que tu dis que tu avais quand même une pression de rembourser les emprunts. En fait c'est quand j'ai suffisamment travaillé pour arriver et que mes parents ont été suffisamment top aussi et sympa pour me dire écoute, on a mis un peu de côté là, tu sais quoi, on te rembourse le dernier kilomètre d'emprunt pour ton école. Et c'est à partir de là où je n'avais plus, en fait, je n'étais plus forcée d'être dans ce système de salariat. Et qu'au même moment, j'avais identifié aussi beaucoup de frustration dans le job de contrôle de gestion que j'avais. Par les outils que j'utilisais, et qu'avec mon cofondateur de l'époque, on commençait déjà à se dire c'est fou en fait, pourquoi ces outils-là sont si compliqués. Il y a tellement de choses nouvelles, d'innovations actuelles, à la fois sur les gros sujets d'infrastructure, cloud, distribué, qui permettent de tout payer moins cher en fait, même en tant qu'entrepreneur. Avant, il fallait d'ores et déjà investir. Je me souviens, c'était un minimum de 25 000 euros dans des serveurs, tu vois. Là, avec le cloud, tu pouvais faire des itérations, louer en fait de la ressource machine. Donc il y avait ça, et puis après il y avait aussi toutes ces nouvelles manières de coder, toutes ces nouvelles interfaces, tout ce que l'on voyait dans nos téléphones portables aussi, où tu disais pourquoi ça va pas dans les applications métiers aussi. Non. Donc on a cette espèce de mix là, le fait d'être un peu moins, on va dire, pris à la gorge sur les sujets de remboursement. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire là maintenant. Donc, en tout cas, ça m'a permis de me lancer, parce que pour le coup, je n'avais vraiment plus rien à perdre, quoi. Donc, les choses auraient été différentes, tu vois. Enfin, je veux dire, si on fait un peu de prise de recul, tu t'es déjà dit que potentiellement, s'il n'y avait pas eu cet événement-là, tes parents qui remboursent le dernier kilomètre, etc., potentiellement, ça t'aurait freiné. Ça a été un vrai accélérateur, en tout cas, de prise de décision. Après, se poser la question de, oui, mais on vit où? Parce qu'on ne peut plus payer. Autant te dire qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ce qui était BPI, il n'y avait pas les sujets de French Tech, il n'y avait absolument aucun... c'était vraiment compliqué de créer une entreprise. On est parti parce que impossible de payer des loyers parisiens sans revenus. Donc en fait, on est parti chez les parents qui pouvaient encore nous accueillir, grands enfants là. Et on est reparti dans les chambres d'ados. Ouais. Donc beaucoup de sacrifices aussi, de vie de jeune adulte, parce qu'il n'y a plus d'argent. Et donc tu comptes sur ce que tu es en train de développer pour amener un début de Tu t'imaginais que ça aurait un tel succès? Parce que finalement, je crois que ta première aventure, BIM Analytics, 5 ans, 6 ans 6 ans. Tu t'imaginais que ça partirait aussi fort et que quand tu l'as lancé? Je savais qu'on a toujours vu les choses en grand. C'est-à-dire, quand je dis en grand, c'est la planète est vaste. Et en fait, quand tu comprends que tu es à un moment de révolution liée au SaaS, au Software as a Service. Tu es à un moment de révolution digitale. Toutes les entreprises sont en train de faire leur transformation digitale. Ça, c'était il y a 15 ans. Quand tu comprends tout ça, tu te rends compte qu'il n'y a plus aucune barrière géographique. Que le monde est à toi, à travers ton ordinateur, depuis ta chambre d'ado, des parents qui ont accepté de te reprendre. Donc, c'est quand tu comprends ça, que tu comprends que ta zone de chalandise, finalement, elle est à l'échelle de la planète, ça, tu te dis que si tu fais un minimum de choses intelligentes, ça va forcément fonctionner. Et en fait, ce qui, moi, m'a complètement... Donc tu pensais global, déjà. Oui, je pensais global tout de suite, parce que, surtout quand il y avait très peu de littérature liée au concept, à la notion de start-up en France. Donc, tout ce que je lisais, tout ce que nous lisions avec mon cofondateur, c'était de la littérature américaine, c'était de la littérature californienne, sur des entrepreneurs qui en étaient déjà à l'époque à leur 2e, 3e boîte, et qui en fait
parlait déjà de la mécanique de product marketing, qui parlait déjà de la mécanique de monter son entreprise technologique. Moi, je voyais des LinkedIn qui faisaient des chiffres hallucinants. Je voyais Salesforce qui commençait à exploser, qui montrait que la notion de software as a service pouvait être un raz-de-marée dans les entreprises. Je voyais que des Amazon commençaient à dire, vous savez quoi, on fait plus de chiffres avec AWS qu'avec la vente de livres. Et vu que tu as quand même avec Internet accès à ça. Tu as accès à cette littérature, tu as accès à LinkedIn qui te permet de rentrer en contact avec ces gens-là, qui sont pour la plupart plutôt généreux, qui sont même un peu surpris de voir des Européens qui... Ouais, moi je passais ma vie sur LinkedIn. Moi, LinkedIn ça a été mon accélérateur de business. Et en fait, évidemment que même quand tu poses le crayon en fin de journée, tu as eu accès au monde, quoi. Et donc, évidemment que ça crante, si tu veux, ça crante tes objectifs. Quand tu commences à avoir des premiers clients qui viennent de pays où tu n'iras jamais, grosso modo, et qui payent, que tu récupères de l'argent sur un compte bancaire français grâce à tout un tas d'outils alors que tu n'es que 2 dans l'entreprise, c'est magique. Donc t'en veux plus. Tu dis qu'il se passe quelque chose. T'en veux plus. Et tu te dis surtout, là voilà, moi je n'ai que cette capacité, on n'est que 2, on n'a pas de budget. On était, autant te dire, le concept d'être lean, on était lean. Mais en fait, tout ça, l'important, c'est de se montrer par A plus B. Et il se trouve que ce qu'on s'est montré par A plus B en début de business qui commençait à ressembler à quelque chose, c'est vrai qu'on ne se l'est pas montré en France, on se l'est montré à l'étranger. Donc tout de suite, en fait, ça a vraiment, en jour 1, ouvert les écoutilles de ce qu'on était en capacité de faire, de ce qu'allaient être nos recrutements. Donc nous, on s'est mis à... On n'avait toujours pas d'argent, mais on s'est mis à recruter, parce que là, on était reparti à Montpellier. On voit que le marché français nous boude, parce qu'ils ne veulent pas entendre parler de la data dans le cloud. Voilà, aujourd'hui... Sécurité, voilà. Des choses comme ça. C'est assez drôle de reparler à ces mêmes DSI aujourd'hui, qui sont toujours en poste. N'empêche que on voit que la France nous boude, donc on va certainement pas repartir à Paris, avec les coûts en fait associés à Paris, avec le fait que recruter à Paris, ça coûte cher. Donc on reste à Montpellier. Moi, qu'est-ce que je fais à Montpellier ? En fait, je vais recruter dans les pubs. Je vais recruter dans les pubs parce que dans les pubs, j'ai accès à des Écossais, à des UK, j'ai accès à certains Américains qui sont à la fin de leurs études. Ils se sont fait une partie de leurs études dans le sud de la France, ils sont bien contents. Ils ont envie de rester un peu. Je leur ai offert les premiers jobs. Et en fait, j'avais des profils internationaux. Donc ils pouvaient en fait, on a internationalisé notre structure d'équipe à Montpellier, mais avec, au tout début, même quand on n'était que 20 dans l'entreprise, je pense qu'on était à plus de 50% d'étrangers à Montpellier. Et ça, c'était en 2010, quoi. C'est donc, ça qui a intéressé après derrière. Ça a été un des éléments de facteur clé de succès de toute façon, cette aventure et en si peu de temps. De toute façon, je ne pouvais pas développer, je ne pouvais pas m'occuper de mes clients, je ne pouvais pas faire ce qu'on a, un customer success management digne de ce nom ou du support. En plus, sur des TPE, PME, parce que ça c'était mon segment en fait que j'adressais avec la première entreprise, donc un business très transactionnel. Je ne pouvais pas si j'avais pas des personnes qui étaient de vrais. Moi avec mon franglish, je n'allais pas très très loin, quoi. Donc tu vendais partout dans le monde. Donc on vendait partout dans le monde et surtout on s'est mis à principalement vendre très rapidement, surtout aux États-Unis, depuis Montpellier. Et il y a eu un moment donné où pour le coup j'avais beau avoir internationalisé m'être entourée que de UK ou d'Américains dans l'entreprise, pour beaucoup, je me retrouve avec un problème quand même de time zone, de fuseau horaire, où j'ai des clients sur place qui disent en fait vous êtes sympa, mais il y a trop de temps en fait entre le moment où on vous pose une problématique et le moment où vous nous répondez. Et c'est là où on s'est dit bon ok, il va falloir qu'on aille mettre une équipe, développer une équipe aux États-Unis, et on l'a fait comme ça, mais à chaque fois on se prouvait. Ça craquait, hop, allez, étape d'après. Mais c'est vrai que le fait de ne pas avoir d'argent, ça force à faire craquer les choses et à tenter de prendre la meilleure décision avant que ça craque encore plus, et puis à passer l'étape d'après. Et c'est là où j'ai sweep. Moi, j'ai beaucoup d'argent dès le début. Et donc, heureusement pour moi,
vu que j'ai eu cette première entreprise où tout était très ric-rac. T'as gardé ça comme. Et puis je pense que de toute façon, une fois qu'on a passé la barre des 40-45 ans en tant que entrepreneur, je pense qu'il y a un côté... on crame un peu moins. Je pense qu'on crame un peu moins de base parce qu'on sait à quel point c'est un marathon, tout ça. Et finalement, d'être passé par cette première entreprise avec cette logique-là, de faire très attention au cash. Moi, j'ai dû me payer, je pense que j'ai toujours été la dernière à me rémunérer. Et puis, pendant longtemps, il n'y avait rien, quoi. Je veux dire, et puis, quand il y a eu un SMIC, quoi. C'était pas la folie. Mais au moins, tout le monde était bien payé par ailleurs. Mais de toute façon, rien de neuf sous le soleil. Hein. Les entrepreneurs sont comme ça de base. Mais voilà, tout ça, en fait, cet historique-là que j'ai en tête, je pense, nous aide aussi chez Sweep à faire que c'est pas parce qu'on a levé autant d'argent. Voilà, là, surtout quand on adresse un marché un sujet de transformation profonde des entreprises, où c'est un marathon. Le sujet de transformation des entreprises, il prend énormément de temps parce que encore aujourd'hui, on prend 2 entreprises qui ont la même taille, qui sont sur un même secteur. Elles vont avoir une approche de la transformation vers une économie bas carbone complètement différente. Là où sur d'autres sujets, elles sont toutes plus ou moins alignées en fonction de leur secteur et de leur taille. Ils font tous à peu près pareil, ils ont tous à peu près les mêmes outils au même moment. Sur un sujet comme transfo bas carbone, les maturités sont absolument différentes. Donc, en tant qu'éditeur logiciel qui équipe ces sociétés pour qu'elles comprennent bien leurs data extra-financières, qu'elles les monitorent et qu'elles les pilotent et disclosent, n'empêche qu'il faut que j'ai le temps de comprendre aussi cette différente maturité et de les adresser. Et donc pour ça, il faut faire attention au cash. Et effectivement, beaucoup d'entrepreneurs français se disent allez, je vais réfléchir pour le marché français, et puis entre guillemets, si ça marche sur le marché français, j'irai voir après l'heure. Là où dans d'autres cultures, ils pensent déjà global, et finalement, c'est un peu comme ça que réfléchissent marché les français, Américains, le problème... et c'est ça qui permet d'avoir de tels succès. Exactement. Et le marché français, il a de problématique qu'il a une taille qui est suffisamment importante pour commencer à développer un très beau business, mais il n'est pas assez important en soi pour très correctement grandir dans le temps. Donc c'est vrai c'est une sorte de piège. Ça peut être une sorte de piège. N'empêche, là, en l'occurrence, c'est vrai que pour cette deuxième entreprise, mon focus, il a été principalement celui sur très européen, on va dire, donc français bien sûr, mais très européen, parce que les sociétés les plus avancées dans leurs besoins liés à la prise de décision data extra-financière venaient principalement d'Europe. Parce que réglementation aussi, parce que culture, en fait, beaucoup plus avancée. Donc c'est intéressant. Et en même temps, ça s'exporte très bien. Parce que les Américains, alors ça c'est pareil, c'est marrant, je vois ça, je me suis confirmée presque ça encore là, il y a 2 semaines, j'étais aux États-Unis et on dit toujours que voilà, sur des sujets de soft, digitaux, c'est toujours les Américains qui gagnent. Et oui, franchement, faut se le dire, quoi, c'est toujours eux qui gagnent la plupart du temps. Et là, je pense qu'il y a, sur le sujet de transition vers une économie bas carbone, transformation, sustainability, etc., je pense vraiment que l'acteur logiciel digital, en tout cas SaaS, le succès, celui qui sera sur la ligne d'arrivée, sera européen. Et parce que les États-Unis, en fait, valorisent aussi notre approche beaucoup plus mature, avancée, parce qu'ils comprennent, on a une crédibilité, et moi je l'ai vu, en fait, notre histoire européenne qui normalement se fait un peu pousser dans les tranchées, sur des salons ou quoi, sur n'importe quel type d'autres pratiques, on va dire, de SaaS, sur ce sujet-là, on a plutôt une très très bonne oreille, quoi. À quel moment tu te dis, allez, maintenant je me relance dans un autre projet et je veux remonter une boîte? En fait, je vois vraiment l'exit comme une extension de tout ce que de tout ce que j'ai créé depuis 6 ans. Je vois pas comme ok, ça y est, c'est bon, maintenant je lâche, ou je vois pas ça comme c'est bon, je suis arrivée. Je vois, c'est une transformation de ce qui est en train de se passer. On a totalement conscience d'être la petite structure qui intègre la grande structure, et que la grande structure va en fait a besoin déjà à correctement exprimer le besoin, le pourquoi il y a une acquisition. Déjà, c'était très très clair. Donc, ce qui n'avait pas
n'arrive pas tout le temps dans les acquisitions, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'échecs aussi. Mais on sait pourquoi on y va, on sait pourquoi on a envie d'y aller, c'est-à-dire vraiment démultiplier. Ils nous veulent en fait pour tout ce que nous avons développé en capacité analytique, et ils veulent cette partie-là pour faire que, je rappelle que Zendesk fait principalement du customer support, en fait, du support client. Et en gros, ils ont leurs clients qui, à l'échelle d'une entreprise californienne qui a déjà fait une introduction en bourse, donc je pense qu'on était à au moins une centaine de milliers de clients de mémoire. Ces clients-là disent, voilà, les data support clients, on a besoin de les analyser. Et donc, en fait, ils ne veulent pas réinventer la roue en interne parce qu'ils en sont déjà, voilà, c'est très compliqué. Donc, ils font une acquisition. Nous, en l'occurrence. Et en gros, moi, je me retrouve du jour au lendemain au lieu de servir plusieurs milliers de clients que nous avions, à servir une centaine de milliers de clients. Et donc, le challenge pour mes équipes d'ingénieurs, pour ce qu'on est en train de vivre, d'apprendre en fait au sein d'une entreprise américaine post-IPO qui continue encore de faire des taux de croissance de fou, ça, en fait, c'est on est tous, en fait, dans mon équipe, comment dire... on est un peu à Disneyland, quoi. Parce qu'on voit une entreprise qui a compris beaucoup plus de choses et beaucoup plus en avance que nous, à la sauce américaine. Et on voit en fait une sorte de playbook qui s'ouvre à nous et qui nous dit... et c'est là où moi je lis, par exemple, j'ai voulu faire des économies de bout de chandelle ici. En fait, c'était ridicule. Eux, ils ont tout de suite accéléré là et là. Mais quelle bonne idée, bien sûr, quelle bonne idée. Là, j'aurais dû faire comme ci parce qu'ils ont fait comme ça. Enfin, c'est hyper intéressant en tant qu'entrepreneur de voir en fait une espèce de sauce magique, de recette magique qui a été créée par d'autres, quoi. Alors que c'est du SaaS, c'est du B2B, qu'on est sur du transactionnel aussi, qu'on est sur la même taille de clients. Et je me dis, mais quelle belle machine. Ils n'avaient que 2 ans de plus que nous sur le papier. Quelle belle machine, quoi. Et donc, on apprend de tout ça. Et donc, je suis pas dans quelque chose de... C'est bon, vas-y, je sors. Déjà, on n'y pensait pas à ça. Ça nous est tombé dessus sans vraiment qu'on... Parce qu'il n'y avait pas toute cette littérature aussi d'exit. Il n'y avait pas toutes ces... Puis je rappelle qu'on n'était pas à Paris, nous. Hein. Donc, en région, ça arrivait encore moins que ce qui arrivait peu, mais ce qui arrivait quand même à Paris. Donc on vit tout ça. Donc, on voit vraiment ça comme une espèce d'extension, quoi, de notre apprentissage. Et en plus, ça change nos vies, bien évidemment. Et moi, j'adore être chez Zendesk. Je m'entends très bien avec le C-Staff, avec le PDG de l'entreprise, avec les cofondateurs de l'entreprise, qui nous voient aussi, voilà, quoi, anciens cofondateurs et qui pour le coup, sont... Et puis important, ce sont des Danois qui se sont expatriés en Californie, mais il y a ce côté très européen qui compte. Parce que dans la culture en fait, d'intégration d'une entreprise européenne, le fait eux-mêmes d'avoir été danois, ça a beaucoup compté. Beaucoup compté. Donc il y a quelque chose de très chouette qui se passe. Et puis moi, je continue d'apprendre énormément de cette mécanique-là. Et puis jusqu'au jour où, parce que ce qui s'est passé aussi entre-temps, c'est que moi, j'avais eu un premier enfant la première année de la première entreprise. Et le deuxième enfant est né grosso modo... la première année après... Est né au moment de l'acquisition. Quoi. J'ai signé les papiers, j'étais très très enceinte. Et donc, il y a un moment donné aussi, après toutes ces années de tumulte à droite à gauche, très régulièrement à San Francisco, etc., je me dis, il serait peut-être temps aussi de passer un tout petit peu de temps avec ces enfants en question. Et voilà, c'est le moment où je me dis, fais attention, je sors. Mais par exemple, ce n'était pas lié à une quelconque clause d'earn-out parce qu'on n'avait pas d'earn-out, pour information. Donc ça, c'était fou aussi, quoi. Mais je pense que ça a été la meilleure stratégie pour eux parce qu'on leur devait tellement, en fait. Ils étaient tellement élégants dans la manière de procéder à cette acquisition que tu as une loyauté en fait qui s'instaure assez naturellement, et ça a été finalement une manière pour eux de nous fidéliser en étant aussi généreux, tout simplement. À quel moment tu as l'idée de Sweep ? J'ai l'idée de Sweep quand j'ai moi-même plus de temps, quand je sors, que j'ai plus de temps pour lire, pour m'intéresser à des sujets nouveaux, dont celui du changement climatique, où je me dis, tiens, intéresse-toi quand même, parce que ça a l'air d'arriver vite, cette histoire. Tu avais une conscience écologique particulière ? Absolument aucune. Absolument aucune. J'ai jamais été élevée dans ces conditions. Alors, attention,
toute une partie de la famille travaille dans l'agriculture, dans ce milieu-là, mais donc très consciente de la terre et de ce que ça nous apporte, mais voilà, pas plus que ça. Et donc, je lis en fait un premier rapport du GIEC. Et c'est là où je me rends compte et je pense que c'est ce que je dis souvent aussi. Je pensais avoir mis ma famille à l'abri suite à cette acquisition. Je pensais que tout était résolu, en gros, pour nous. Parce que dans un monde d'argent... Dans un monde infini. Dans un monde d'argent, un monde infini, je pensais que j'avais coché la case de dire mes enfants, ma famille la plus proche, mes sœurs, tout le monde ira bien dans le temps. Sauf qu'en fait, quand on lit un rapport du GIEC, on se rend compte que non, le mur arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que ce qu'on a imaginé et qu'en fait, je n'ai absolument mis personne à l'abri. Personne. Et c'est ça, en fait, qui, je pense, m'a fait me dire, t'as tout ça, t'as une chance incroyable, tu fais partie des privilégiés, tu as accès à un réseau. J'avais encore un réseau très, très, très récent, en fait, d'accès à des investisseurs, d'accès à de la ressource qui pouvait me rejoindre éventuellement pour une future entreprise. Je me suis dit, tu ne peux pas occulter ça, t'as pas le droit. Tout ça, ça t'est peut-être aussi arrivé, peut-être un peu trop mystique aussi, mais ça s'était peut-être arrivé pour pouvoir faire ça aujourd'hui, en fait. Et donc, t'as pas le droit d'aller boire des cocktails, quoi. Et en fait, je me suis surtout rendu compte, en fait, là où ça a vraiment connecté les points, c'est en appelant d'anciens clients, entreprises, en leur disant, vous faites quoi, vous, sur ces sujets ? Moi, je ne pouvais parler qu'à des entreprises. En fait, le B2C, c'est pas du tout mon créneau. Et puis, je crois pas au fait qu'on avait réussi à aligner tous ces milliards de personnes. Voilà, je n'y crois pas. Et on le voit encore un peu plus aujourd'hui. Mais j'appelle ces entreprises en disant qui sont quand même des nœuds d'action, des grands qui peuvent être des grands agents du changement et cascader aussi une manière de procéder à une chaîne de valeur. Bref, je les appelle eux et je leur dis mais qu'est-ce que vous faites sur ces sujets ? Et ils me disent en fait on a envie d'eux, on comprend très bien à quel point va y avoir une rupture de business si on ne s'attaque pas à ces sujets non financiers qui sont du moyen et long terme, là où on se focalise encore trop aujourd'hui sur du court, moyen terme, très financier. Mais sur les sujets extra-fi, on sait très bien que la résilience de nos entreprises est en jeu, mais on ne sait pas par quel bout le prendre. Le concept du carbone, on ne sait pas par quel bout le prendre. On ne sait pas comment rendre l'invisible visible. On ne sait pas comment rendre le moyen terme lisible aussi aujourd'hui, que ce soit sur nos sujets humains, que ce soit sur nos sujets d'approvisionnement, etc. N'empêche qu'on a bien compris que dans un monde fini, va y avoir des gagnants et des perdants. On espère être sur nos mandats de PDG que sont de faire partie des gagnants, sauf que, parce que c'est ça, le sujet de la durabilité, tout le monde pense au mot green. Non, durabilité, c'est durer dans le temps. Faut rappeler ça, quoi. Et comment est-ce qu'on fait durer notre entreprise ? Mais ils nous disent, on ne sait pas. Et ils me disent, mais pourquoi tu ne fais pas ce que tu faisais avant pour nous, la business intelligence, de l'analyse de données, de la collecte, de l'analyse, sur l'extra-financier. Pourquoi tu n'essaies pas de faire ça ? Et c'est là où je me dis, alors, ce qui est clair, c'est que pour correctement connecter les points, je suis déjà très chanceuse parce que j'ai toute une équipe d'ingénieurs avec qui j'ai déjà travaillé pendant très longtemps sur ces sujets analytiques, grande volumétrie, etc., granulaire. Et en plus, on est tous passés par Zendesk, où on a appris à devoir encore plus, à faire cet exercice-là sur encore plus de volumétrie, sur des complexités, on va dire, de systèmes d'information encore plus complexes. Il y a peut-être déjà une grosse partie du chemin qu'on a réussi qu'on peut dupliquer sur ces sujets. Maintenant, il faut qu'on aille récupérer du savoir-faire et de l'expertise climat. Ça, on a une chance incroyable d'être en France, en Europe, où il y a cette expertise climat, où il y a le bilan carbone a été inventé en France par Jean-Marc Jancovici. Il y a quand même un ADN, en fait, et une culture carbone extrêmement forte en France qui nous permet de pouvoir aller chercher et marier en fait ces cerveaux-là et les productiser pour faire de la BI extra-financière. Donc on commence à présenter le concept de BI extra-fi, et là ça passe pas du tout, parce que c'est c'est trop avancé là. Et donc on commence par le carbon accounting. En fait on dit ok, très bien, on a l'ambition de faire cette data management platform de la sustainability.
BI. Donc plus large. J'allais te poser la question, pourquoi le carbone initialement? Parce qu'en fait, pourquoi que le climat parce qu'en fait, le marché se focalise sur ça. Nous, on sait très bien qu'on va devoir aller sur tous les sujets extra-fi et de faire de la BI dans le temps. Mais que ce soit les acheteurs, que ce soit les départements RSE, ne sont pas encore habitués à utiliser du logiciel pour ça. Ce ne sont pas ceux qui font l'analyse de données poussée, on va dire. Ne sont pas forcément habitués à acheter du logiciel. Et donc, en tout cas, il faut qu'il y ait à un moment donné une automatisation du bilan carbone. Et nous, on se dit, frottons-nous à ce sujet, et parce que le carbone, c'est la face nord quand même des sujets ESG. C'est dans le ESG, le E, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, et dans le E, c'est surtout le carbone, à côté de l'eau et des déchets. Parce qu'il y a une granularité infinie, parce que ça va chercher dans les systèmes d'information de sa chaîne de valeur, et que faire tout ça, c'est compliqué. Donc on s'est focalisé d'abord sur le carbone, et on s'est dit, si on arrive à bien le faire sur le sujet du carbone, a priori, on pourra correctement aller chercher le reste de l'ESG. Et le disclosure, parce qu'à partir du moment où on a la granularité aussi, envoyer la bonne data dans les cases qu'il faut pour les reportings réglementaires, ça ne devrait pas être... Et à partir du moment où on a la granularité, on a l'auditabilité, grosso modo. Donc, et on s'est attelé à ça. Et maintenant, on commence de plus en plus, bien sûr, à reparler de data management platform, de la sustainability, et puis de BI pour l'extra-fi. Donc tu peux dire, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissaient pas et ne connaissaient pas Sweep, exactement qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc qu'est-ce que l'on fait? Donc on est une plateforme. Donc moi je suis un éditeur de logiciels, donc un éditeur de logiciels SaaS. Donc on est une plateforme logicielle, je le rappelle, qui permet aux entreprises de collecter les différentes données qui leur sont nécessaires en fait pour comprendre leurs données carbone, comprendre leurs données, le reste de l'ESG, de reporter sur toutes ces données. Donc on adresse vraiment la notion de collecte, de tracking, monitoring, d'analyse, donc de prise de décision sur toutes ces données-là, à travers des tableaux de bord, mais aussi de disclosure, donc de reporting. Et ça, en fait, donc on couvre l'entité en question qui va nous consommer, donc l'entreprise qui va consommer Sweep, donc ce logiciel SaaS, et on couvre, en fait, on permet à cette entreprise d'aller chercher toute cette information-là à l'extérieur de ses systèmes d'information, donc aller chercher dans sa chaîne de valeur, auprès de ses suppliers, par exemple, et de récupérer les scope 1, scope 2, scope 3, et de comprendre, en fait, toutes ces données extra-financières. Exactement. Et donc, il faut pouvoir intégrer énormément de métiers et de connaissances sur les sujets de facteurs d'émission, etc. Par exemple, quand on parle de carbone, l'outil n'est pas juste comme un tableau software ou comme un Power BI. Il y a toute une couche en fait, de métiers qui doit être aussi injectée pour pouvoir transformer un pixel de données dans la bonne mesure carbone, pour pouvoir transformer un pixel de données dans la bonne mesure du S, par exemple, de ESG. Et puis, il faut aussi cette capacité à mettre l'interface du reporting final qui est demandé. J'entends ici, par exemple, celui de la CSRD. Donc, il y a toute cette couche métier qui nécessite chez nous d'avoir des collaborateurs, en fait, dont c'est le métier, mais qui sont venus chez nous pour productiser ce qu'ils avaient peut-être l'habitude de faire en tant que consultants et qui viennent le mettre, en fait, l'automatiser dans un outil. Et je rappelle qu'on travaille beaucoup avec des partenaires consultants, que ce soit des consultants implémentation, parce qu'en fonction des systèmes d'information dans l'entreprise, il y a certains besoins, des intégrateurs, mais on travaille beaucoup avec des partenaires consultants qui, eux, en fait, vont passer beaucoup moins de temps sur la connexion des tuyaux et du fichier Excel qui est indigeste d'une année sur l'autre, et quand il y a un consultant qui part, ça empêche d'avoir quelque chose d'itératif. Donc, eux vont passer beaucoup plus de temps sur l'accompagnement à la transition versus l'outillage. Moi, je suis juste dans ce rôle-là d'éditeur de logiciels qui vient s'occuper de la partie outillage. Je suis la stratégie technologique dans la grande stratégie climat des entreprises. Nous ne faisons que ça. Tu as levé beaucoup d'argent là, sur cette deuxième boîte très, très rapidement. Qu'est-ce qui a été le plus dur au lancement? Tu as déjà eu un market fit Le plus dur au lancement, c'est que je me suis rendu compte que j'étais encore,
pour une deuxième fois, en train de lancer une entreprise sur un grand sujet de transformation, en fait, et que c'est usant. C'est très difficile Il y a 15 ans, quand j'ai lancé BIM, j'étais sur les tout nouveaux... Enfin, il y avait ce concept de la transformation digitale, où il y avait encore une partie des entreprises qui disaient « Non, mais c'est l'IT qui va nous gérer ça. » Bah non, c'est pas parce que... c'est pas l'IT qui peut gérer une transformation digitale. Ils vont pas revoir un pricing, un business model, des nouvelles compétences dont l'entreprise a besoin. C'est pas l'IT. Voilà. Et en fait, donc c'est long sur les sujets de transfo, c'est long le temps que les entreprises comprennent qu'il y a certains virages à prendre. Et en fait, quand on a lancé Sweep, j'ai vu tout de suite que, oh là là, my God, on est aussi sur un gros sujet de transfo des entreprises. Il y a un nouveau virage à prendre qui est celui de la transition vers une économie bas carbone. C'est pas tu vois, il y a tellement j'aurais pu lancer d'autres outils qui n'étaient pas sur un sujet de transfo, qui étaient juste sur peut-être de l'innovation incrémentale de certains logiciels déjà utilisés, mais peut-être un peu vieillissants ou qui n'avaient pas innové assez. Là, on est sur quelque chose de complètement nouveau. Tu te mets à définir une catégorie en fait logicielle, d'accord ? Pas simple. Il y a plein de choses qui existent plus ou moins, mais qui ne vont pas forcément utiliser toute l'innovation, dont les sujets d'intelligence artificielle aussi qu'on injecte dans notre produit. Bref. Et je me retrouve avec les mêmes patterns. Je me retrouve avec des patterns on va voir les entreprises qui nous disent non, mais la transformation digitale, mais c'est la transformation vers une économie bas carbone. Non, mais ça c'est la personne de la RSE là qui va s'occuper de tout ça. Non, en fait, elle va faire de son mieux, mais il faut l'aider là. Il faut qu'il y ait toute une gouvernance en fait qui s'organise avec la finance, avec l'IT, avec la data, avec le procurement. Cette personne ne va pas faire une transition bas carbone toute seule. C'est absolument impossible. Et je vois les mêmes patterns. Et donc, avec ces patterns-là, c'est non, mais c'est cette personne-là qui s'en occupe, donc c'est bon, on n'a pas besoin de votre outil. Okay. Non, mais c'est cette personne-là ou allez voir cette personne. Et cette personne, que ce soit l'IT qui ne sait pas quoi acheter quand on lui demande de faire une transformation digitale parce qu'il n'a pas la liste de courses, tout simplement. Et la personne, il y a encore, en 2020, personne de la RSE qui dit « Non, mais attendez, moi, je crois que je vais devoir passer par un consultant pour m'aider. J'ai éventuellement un fichier Excel, mais compliqué. » Cette personne-là, elle ne sait pas acheter du logiciel. Et elle ne sait pas qu'il y a un besoin, en fait, de data, etc. Et donc, ça prend du temps. Et c'est là où il faut avoir les reins solides. Et c'est là où il faut penser... Il faut avoir une opinion très forte sur ce qui va être nécessaire dans les 4 années à venir pour ces entreprises qui vont se rendre compte que c'est un projet de data, qu'un pilotage extra-financier, qu'une transformation vers une économie bas carbone, ce n'est rien d'autre qu'un projet de data et un projet de réseau, de network, parce qu'il faut aller chercher le scope 3 et sa chaîne de valeur, bref. Elles vont comprendre ça. Et donc, tenir bon sur tout ce qu'on est en train de développer, même quand on a des clients en face qui nous disent « Oh non, mais là, on n'a pas besoin de si compliqué, là. Non. Si, en fait, vous allez en avoir besoin. » Ça, c'est tenir bon pour tout ça. Et là, aujourd'hui, donc je suis très contente d'être sur de l'upmarket. Moi, on a toujours... on a choisi nos batailles qui étaient celles d'aider les grands agents du changement. C'est dit, si on arrive à correctement les aider, eux, en fait, ils ont un impact tellement important sur le reste. Voilà. Mais c'est pas facile d'aller les aider, eux, parce que déjà, ils ont beau être parfois très grandes entreprises, il n'y a pas forcément... Il y a des sujets de maturité, il y en a qui vont être incroyablement avancés, il y en a qui ne nous ont absolument pas attendus pour créer du logiciel, même interne, maison, qui font des choses fantastiques, et bravo à eux, quoi. Et puis... Voilà, faut tenir bon parce que là aujourd'hui, surtout quand il y a eu le sujet de la CSRD qui a été mis sur la table avec tout un tas de KPI à aller chercher, moi je peux vous dire que les entreprises qui sont très avancées, qui ont déjà toutes les datas, le sujet de la CSRD, c'est un non-sujet. Hein. C'est pas un sujet en soi. Parce que, ou un micro-sujet on va dire. Mais c'est pas... Pour beaucoup d'autres, c'est différent. Mais pour beaucoup d'autres qui n'étaient pas avancés sur le sujet de la data extra-financière, Là, oui. Ben oui, parce qu'en fait, il y a une compréhension que, oulala, il faut que j'organise tout un tas de personnes, en fait, autour de la data, parce que la data, elle vient de partout. Oui, en effet.
comment je fais pour mettre tout ça à un seul et même endroit? Écoutez, elle n'était pas stratégique, donc elle n'est pas forcément de bonne qualité. Exactement. La data, l'IT se sont jamais posé trop la question de savoir comment aider, parce qu'on leur a jamais posé la question non plus. Donc voilà, il y a tout ça qui aujourd'hui va très vite. Et nous, en fait, on fait partie des acteurs on est là pour redire, allez-y. Nous, c'est notre responsabilité, c'est de masquer une partie de cette complexité-là. Et on est là pour vous montrer le chemin, en tout cas pour gérer le nitty-gritty, on va dire, de la data extra-FI. Je voudrais qu'on en revienne à toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeante. Est-ce que tu es drivée par l'ambition, en fait? L'ambition, déjà, ce qu'on est en train de construire, c'est... souvent, je fais le parallèle, et puis il est peut-être maladroit, mais moi, je construis le SAP de l'extra-financier. Donc, je construis ce genre de grande entreprise, parce que sur les sujets extra-financiers, il y a tellement plus que ce qu'on fait encore là aujourd'hui, ce qu'on fait déjà aujourd'hui. C'est incroyable, tout ce qui peut être créé, toutes les interconnexions qui peuvent être créées avec d'autres logiciels, etc. Donc, en fait, moi, j'ai plusieurs décennies devant moi. Alors, j'espère, à titre perso déjà. Mais en termes de développement de société, on est sur un possible géant. Donc, on se donne cette ambition-là. On est sur un sujet de transformation aussi. Mais si on est ceux qui prenons, en fait, le bon virage aussi dans les choix, qui préparons correctement les choses, qui préparons le stack technologique qui va bien, qui anticipons suffisamment les besoins des clients, on a vraiment cette capacité de créer le numéro 1 du software extra-financier. Donc, et qui permettra de prendre... parce qu'in fine, tout ça, c'est pour aider les entreprises à prendre de bonnes décisions. Et si éventuellement, je peux aider bien sûr mon continent européen, qui pense en ce moment mieux que tout le monde, je pense, si je peux aider ces entreprises-là à durer et à être plus compétitives et à gagner, tant mieux. Donc moi, je crée ça pour ça. En fait, et ce qui est chouette, je pense, c'est que j'ai jamais été attirée par l'argent en soi. J'avais juste besoin du strict nécessaire, on va dire. J'ai pas de besoin particulier. Et je pense que ce qui est chouette dans la vie d'un entrepreneur, ce qui est très difficile quand tu es entrepreneur, c'est quand tu n'as pas d'argent et que tout est peine, c'est-à-dire que pouvoir faire garder son enfant quand tu as besoin d'être à tel autre endroit pour le boulot, c'est impossible parce que tu n'as pas l'argent. Faire les fonds de tiroir pour payer une nounou, ça m'est arrivé. Donc c'est pas facile. Tout ça, c'est pas facile. Et aujourd'hui, créer dans une entreprise, dans les conditions où je ne me pose pas la question du personnel, de savoir je casse mon téléphone, je peux en racheter un. C'est aussi bête que ça. Mais quand t'as pas d'argent, et tout est horrible. Tout se met sur le chemin. Ça te rend plus performante, tu penses? Ah je pense que j'avais entendu un investisseur qui disait, mais en fait il faut c'est ok en fait que des entrepreneurs fassent un peu de cash out, etc., même très tôt, parce qu'en fait ça leur permet de se libérer de ces problèmes en fait très matériels, très personnels, mais qui peuvent te manger une journée, très, très clairement. Donc ça, j'ai pas ça. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment chouette. Après, j'ai pas de vie perso, donc je vais en profiter. Pour profiter de ce dont je pourrais vraiment profiter, je ne peux pas. Mais ça aide. Franchement, la condition financière de l'entrepreneur, qui de toute façon se paiera après, bien après tout le monde, parce qu'il faut arrêter de... Tout le monde focalise sur les grands salaires des patrons, c'est epsilon. Enfin, le nombre de personnes qui en profitent vraiment, c'est relativement peu. Mais c'est dur, parce que ça empêche l'innovation. Enfin, ça empêche la... Après, ça te fait aller plus vite aussi. T'as pas le choix que d'aller très très vite pour être très vite successful. Alors, par successful, j'entends commencer à te rémunérer. Donc ça force aussi, ça ne t'installe pas dans un... Tu vois, il faut que ce soit suffisamment confortable pour que l'entrepreneur puisse avancer sans être contraint, mais il ne faut pas que ce soit trop confortable pour que l'entrepreneur se dise « mais en fait, j'ai le temps, quoi ». Voilà. Moi, je pense que je lutte aussi contre ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai des cofondateurs qui sont primo-entrepreneurs. Alors, j'ai travaillé avec eux pendant 15 ans. Il y en avait un, c'était mon premier ingénieur de la première entreprise.
Le deuxième, c'est je l'ai rencontré chez Zendesk et je m'étais toujours dit au moment de l'acquisition, si un jour je remonte une entreprise, lui, je veux qu'il soit avec moi. Ils sont beaucoup plus jeunes que moi. Ils sont primo-entrepreneurs, enfin fondateurs. Donc, eux aussi, et en fait, eux, eux, en fait, je ne pense pas être ce genre de personnalité qui se met dans un fauteuil confortable, parce que je suis pas comme ça. Mais de base, j'ai mis des garde-fous qui font que de toute façon, j'ai une équipe qui a une niaque, entre guillemets, d'avancer fort et vite. Pourquoi effectivement ne pas t'être dit à un moment donné, je vais aller boire des cocktails, tu vois? Pourquoi revivre ça, cette charge mentale, la famille qu'on voit quand même un peu moins, même si voilà, chacun a un peu ses tips pour s'organiser et profiter, tu vois. Mais voilà, comment tu gères ça? Je gère relativement mal, très clairement. Et après 2 entreprises, tu vois, le poids de la responsabilité, oui. Et non, et puis parce que je ne fais que ça. Et je sais très bien que c'est pas... Enfin, est-ce que c'est ça la vie? Parfois, je me dis, mais est-ce que t'es pas en train de te tromper, en fait? Est-ce que quand tu regarderas derrière toi, peut-être que tu te diras que t'es passé à côté de plein de choses. J'essaie de ne pas passer à côté de mes enfants, très clairement, mais quand c'est pas le travail, c'est eux deux. Enfin, voilà, et le reste, il y a très peu de place pour le reste. Et donc, après, ce qui est sûr, c'est que j'ai intégré aussi le fait que, parce que ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis sur ces sujets d'entrepreneuriat, j'ai eu que 5 années de salariat, je crois. Et j'ai intégré le fait qu'il y avait assez peu... Je le dis de manière très décomplexée, hein, mais il y a très peu de satisfaction, je trouve. Mais les quelques satisfactions, elles atteignent des pics que tu retrouves difficilement ailleurs. Que tu retrouves difficilement dans le salariat ou dans... Voilà. Et je pense que tu travailles avec cette dissatisfaction pour justement aller chercher le pic de satisfaction. C'est une drogue. Est-ce que c'est une drogue? Je ne sais pas. En tout cas, j'accepte le fait qu'il y ait beaucoup plus de contraintes et de ne pas voir sa famille, et de pas... C'est pas facile, quoi. C'est pas facile du tout. Donc j'accepte ça parce que après, je pense avoir un sens du collectif et ce que j'avais vu, en fait, ce qui m'a le plus ravi sur ma première entreprise, quand il y a eu cet exit, ce qui m'a le plus ravi, c'est le partage de valeurs. Et tu vois plein de gens, en fait, tu changes la vie de plein de gens. Enfin, tu changes, ils m'ont aidé à le faire, hein, bien sûr. Hein. Mais ce côté, ça a changé la vie de plein de mes équipes initiales, que ce soit en salaire, parce qu'ils ont été très, très, très gâtés par l'acquéreur aussi. Et c'est assez génial. Et en fait, je pense que ce que je refais aujourd'hui chez Sweep, alors pas du tout dans une optique d'exit, mais c'est dans une optique de essayons de se créer une boîte qui partage un max et qui permet en fait la fameuse création de valeur dont tous les entrepreneurs parlent. Je l'ai vu moi sur cette première entreprise. La création de valeur, c'était pas juste un bon salaire, c'était ce partage. Et ça, c'est ce pourquoi je pense, c'est ce qui m'émule, quoi. Je pense que c'est ce qui m'émule. Et c'est le partage aussi, c'est le fait d'avoir moi, mes investisseurs, je considère que ce sont des partenaires. Quelqu'un comme Marie Eklund, qui est investisseur chez moi, s'il y a bien quelqu'un que je veux faire gagner dans la bande, là, c'est Marie. Parce que Marie, elle a aussi une thèse d'investissement, et je me dis, si j'arrive à montrer qu'une personne comme Marie Eklund, avec son fonds 2050, gagne grâce à des boîtes comme la mienne, Marie, elle va pouvoir faire encore plus. Ouais, ce sera un use case. Voilà. Et tu vois, il y a une espèce de responsabilité comme ça qui me ramène toujours au fait que je pensais avoir mis ma famille à l'abri, mais nous ne le sommes pas à cause de ce sujet climat. Donc je pense que c'est ça, en fait, qui me dit, de toute façon, tu n'as pas le choix. Comment est-ce que tu t'inspires? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais pour trouver de l'inspiration, des personnes, une personne? Moi, j'aime bien le concept du conseil d'administration personnelle avec des auteurs, en fait, que tu relis régulièrement. Et moi, il y a la lecture tech digitale qui me faisait absolument rêver il y a 15 ans. Toute cette lecture, cette littérature californienne, ce sont des gens en fait que je continue de lire.
C'est des entrepreneurs, en fait, que je pense aux 2 cofondateurs de 37 Signals, 37 Signals, on va dire. C'est des gens, ça fait... Je lis, en fait, ce qu'ils produisent et ce qu'ils écrivent depuis plus de 15 ans maintenant. Et ce sont des gens qui ont aussi eux-mêmes évolué dans leur manière de penser l'entrepreneuriat. Ce sont des gens qui ont écrit sur le remote avant le Covid, enfin avant le confinement, mais bien avant le confinement. Et qui sont aussi revenus très très vite sur le sujet du remote, là où tout le monde commençait à faire du remote. Donc, et moi, je pense être quelqu'un de très fidèle, de manière générale, fidèle à mes équipes, fidèle à mes partenaires, fidèle et fidèle à mes lectures aussi. Et ce qui est important, c'est de voir les choses évoluer, en fait. C'est ça qui apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, je les lis eux, et je les lis depuis 15 ans. Et donc, ça m'aide, en fait, à comprendre aussi leur point d'accroche, en plus du grand respect que j'ai pour ce qu'ils ont créé, et des outils que j'ai beaucoup utilisés moi-même. Et puis après, des auteurs, des Marc Aurèle, ramener vraiment... ouais, en fait, quand je suis un peu paumée, je me réfugie chez certains... J'adore ce qu'un Ray Dalio crée sur ses principes. J'adore ce qu'un Sean Parrish va écrire aussi. Et en fait, c'est cette lecture assidue et fidèle qui... Tu vois aussi leur écriture évoluer, tu vois comment est-ce qu'ils pensent, comment est-ce qu'ils changent d'avis. Et ce sont des personnes qui sont les premières à accepter de changer d'avis. Ça aide aussi. Ça aide à soi-même changer d'avis. Merci beaucoup Rachel d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que tu auras passé un bon moment. Bravo pour tout ce que tu fais, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup de développement pour Sweep. Merci d'avoir été avec nous. Et puis pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut Rachel. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.